Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence dans cette deuxième tribune de l'actualité latino-américaine et caribéenne de l'année 2026. Une tribune dont je vous dis tout de suite qu'elle est couplée avec celle qui va suivre le 19 mars, puisque aujourd'hui, nous avons intitulé cette séance l'Amérique latine face à Trump. Vous savez pourquoi, hein, vous connaissez l'actualité du début janvier au Venezuela. Et à la prochaine tribune, le 19 mars, nous proposerons une réflexion sur l'Amérique latine selon Trump, c'est-à-dire une réflexion depuis les États-Unis, où interviendra notamment Jim Cohen, professeur de l'université Sorbonne Nouvelle, et a priori un autre collègue qui doit encore confirmer. Donc pour essayer de réfléchir, je dirais, de part et d'autre du Rio Grande ou du Rio Bravo, ça dépend comment on l'appelle, hein, à cette question d'un néo-impérialisme états-unien en Amérique latine, à la suite de l'enlèvement de Nicolas Maduro dans la nuit du 2 ou 3 janvier 2026. Ça a évidemment été le grand événement latino-américain des dernières semaines. On n'a pas pu le traiter à la tribune du 20 janvier parce qu'on avait déjà programmé bien en amont une séance sur la question des échanges culturels France-Amérique latine, mais ça nous paraissait absolument incontournable de nous emparer de cette question ce mois-ci et puis au mois de mars. Alors évidemment, je ne vous apprendrai rien en vous disant que toute l'histoire de l'Amérique latine, depuis la fin du XVe siècle, est intimement liée aux convoitises impériales que cette région très riche en ressources naturelles a attisé. C'est toute l'histoire de la colonisation espagnole et portugaise, évidemment. C'est aussi toute l'histoire du XIXe siècle où se déploie ce qu'on a appelé l'Empire informel britannique. Et puis c'est surtout l'histoire du XXe siècle, le siècle états-unien en Amérique latine, où on ne peut pas comprendre le déroulé des événements politiques, l'histoire sociale de l'Amérique latine, tous les pans de l'histoire, sans tenir compte effectivement de l'omniprésence des États-Unis pendant jusqu'à la fin des années 1980-1990. Simplement, à ce moment-là, à la fin de la guerre froide, beaucoup d'observateurs estiment qu'il y a un véritable tournant, parce que d'abord, c'est la fin de la guerre froide, c'est-à-dire les enjeux de lutte contre le communisme en Amérique latine, dans l'arrière-cour latino-américaine, disparaissent avec l'effondrement de l'Union soviétique. Et puis surtout, d'autres impératifs apparaissent pour la politique extérieure des États-Unis. D'abord le Moyen-Orient, c'est la première guerre du Golfe, hein, souvenez-vous, et puis ensuite le Moyen-Orient avec évidemment le 11 septembre 2001. Et puis à partir du début des années 2010, les années Obama, on a aussi une nouvelle priorité accordée à l'espace asiatique. Donc au fond, l'Amérique latine semblait délivrée de cette puissance impériale qui s'était affirmée dans les années 1890 et qui pendant un siècle avait très largement déterminé son destin. D'autres puissances impériales, on va peut-être en parler, étaient arrivées sur le terrain latino-américain au début des années 2000, notamment d'un point de vue commercial et financier, c'était la Chine. Bon. Mais en tout cas, les États-Unis avaient véritablement changé de paradigme dans leur politique latino-américaine. Et évidemment, ce qui arrive dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026 est quand même un événement très surprenant. En tout cas, moi, à titre personnel, ça m'a beaucoup surpris. Disons, je rappelle quand même que c'est la première intervention militaire directe des États-Unis en Amérique du Sud. Hein. Ils étaient déjà intervenus militairement au Panama en 1989, sur l'île de Grenade en 1983, en République dominicaine en 1965, indirectement au Guatemala en 1954. Mais tout ça, c'était l'Amérique centrale et les Caraïbes. C'était véritablement l'arrière-cour. Là, c'est la première fois que les forces spéciales arrivent, prennent un président, l'emmènent dans une prison à Brooklyn. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est moins de réfléchir aux raisons pour lesquelles Trump a fait ça, même si nécessairement on va en parler un petit peu, que de voir comment la région latino-américaine a réagi à ce possible ressurgissement, mais ça aussi on va le discuter. Est-ce que c'est un néo-impérialisme ou est-ce que c'est un semblant de néo-impérialisme? On va voir. En tout cas, à ce ressurgissement de l'hégémonie états-unienne ou de la volonté hégémonique états-unienne en Amérique du Sud. Essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe au Venezuela, qu'est-ce qui se passe à Cuba et qu'est-ce qui se passe dans l'ensemble de la région, en sachant que notre séance a lieu le jour même où Trump réunit pour la première fois son Conseil de la paix, censé notamment organiser une paix durable à Gaza, et qui est un formidable observatoire aussi des blocs qui sont en train de se constituer autour du Trumpisme, notamment en Amérique latine. Donc là, on est vraiment au cœur de la conjoncture et de l'actualité. Alors pour parler de tout ça, nous sommes trois co-organisateurs, Lamia Oualalou, Christophe Ventura et moi-même. Anaïs Fléché n'est pas là ce soir. Christophe sera dans un rôle
à la fois de modérateur et d'intervenant, on va dire, dans un rôle mixte. Mais enfin, pour parler de tout cela, nous avons un invité de choix qui est Giancarlo Summa. Je ne vais pas présenter ta biographie de manière exhaustive parce que sinon on va y passer 3 heures, mais qui est originellement journaliste, mais qui ensuite a eu une très longue carrière internationale. Alors au début, je ne savais pas d'ailleurs, hein, j'ai révisé ton CV, à la Banque interaméricaine de développement, je l'ignorais, mais surtout tu as beaucoup travaillé dans les services de communication des Nations Unies, donc tu es un homme du multilatéralisme, en quelque sorte, de ce multilatéralisme qui paraît maintenant bien menacé, et tu as notamment beaucoup travaillé donc pour les Nations Unies au Brésil, au Mexique, plus récemment en Afrique de l'Ouest, et ça a été une bonne partie de ta carrière professionnelle. Mais tu es aussi, je dirais, alors consultant, mais chercheur. Tu as été invité comme chercheur à la London School of Economics récemment. Tu publies énormément d'articles, tu interviens beaucoup dans la presse. Tu es un éminent spécialiste de l'Amérique latine, et notamment de ces questions géopolitiques et de ces questions d'insertion internationale, de multilatéralisme. Donc tu as énormément publié. Alors un excellent livre en 2008 dans une excellente maison d'édition, aux éditions de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, où tu avais publié un petit livre sur le rôle de la presse au Brésil. Mais donc tu as plus récemment co-dirigé au Brésil un ouvrage sur le multilatéralisme, justement. Tu es d'ailleurs aussi fondateur d'un institut latino-américain du multilatéralisme dont le siège est à Rio. Mais j'ai découvert avec surprise que tu avais publié là, peut-être hier ou avant-hier, un très bon article dans l'excellente revue Nueva Sociedad sur la crise de l'ONU et le désordre du monde. Donc tu étais véritablement la personne qui devait être là aujourd'hui. Je te lance tout de suite. Partons du Venezuela. Donc Maduro est enlevé dans la nuit du 2 ou 3 janvier. On est en gros 1 mois et demi après. Que se passe-t-il aujourd'hui au Venezuela? Les États-Unis ont pris la main ou, au fond, le régime bolivarien se perpétue tranquillement? Bonsoir et merci pour l'invitation. Bonsoir à toutes et tous. Et oui, très bonne question. Et en fait, au Venezuela, en apparence, il ne se passe rien. C'est-à-dire la calme est plus ou moins totale. Tous ceux qui pensaient qu'il y aurait de grosses manifestations, des tensions dans la rue, les militaires, quoi faire, etc., les rues de Caracas sont tranquilles. Et ça, c'est d'après qu'on peut comprendre, parce que comprendre ce qui se passe dans le système bolivarien, c'est un peu comme faire pour le plus vieux, ce qui faisait de la criminologie, doit essayer de comprendre ce qui s'est passé au Kremlin, en Union soviétique à l'époque, avec des signaux, regarder des choses, etc. Mais en réalité, ce qui s'arrive, c'est que les États-Unis, ils ont obtenu 2 choses principales avec cette action militaire inédite, comme tu bien disais. C'est-à-dire, d'un côté, ils ont donné une démonstration de force absolue, comme jamais avant dans l'histoire, aussi par la rapidité, quand ils ont pour enlever Manuel Noriega à Panama en 89, ils ont envahi Panama avec des milliers d'hommes. Il y a eu des centaines de morts dans des bombardements du centre de Panama, et donc c'était une vraie opération militaire. Dans ce cas-là, ils sont rentrés, forces spéciales, ils ont tué un peu de 32 soldats cubains qui faisaient partie de la garde reprochée de Maduro, et des autres quantités pas vraiment déterminées de militaires vénézuéliens, et sont partis avec le président, et que 5 heures plus tard était déjà, 7 heures plus tard, était déjà à Brooklyn, comme on fait montrer comme un narcotrafiquant qui peut être jugé pour ça. Et donc, puissance, ils ont en fait renversé les symboles du régime Maduro, mais pas le régime. Le régime est là, la vice-présidente est devenue présidente, son frère... Donc il y a une continuité institutionnelle absolument parfaite. Totale. Et donc, ils se sont appropriés du pétrole vénézuélien, parce qu'en fait, l'ancienne vice-président Maduro, actuelle présidente donc Delcy Rodriguez, elle a présenté une
loi de réforme des hydrocarbures qui, en fait, il fait marche arrière sur toute la politique pétrolière, pas du chavisme, mais en fait depuis les années 50, c'est-à-dire le pétrole comme propriété de l'État, qui doit être le moteur de la croissance et de la richesse du pays. Et le pétrole sera complètement privatisé, c'est-à-dire l'accès, et donc le Venezuela va devenir d'un pays producteur de pétrole, avec toutes les difficultés des dernières années, mais d'un pays producteur va devenir un pays qui a du pétrole en bas de chez eux, mais le pétrole en réalité sera utilisé par d'autres. Et ça a marché, et donc d'un côté, donc c'était un changement de régime très efficace, parce que, oui, évidemment, ça coûtait un peu d'argent pour préparer l'opération, avoir les bateaux, les avions, etc., mais en termes de, je vais dire, d'investissement militaire, c'était vraiment très réduit. Et ils ont donc changé le régime. Et maintenant, ils ont les mêmes gens d'avant qui font les choses qu'ils avaient promis de jamais faire. Avait en fait toute la mystique, entre guillemets, du bolivarien. C'était pendant 30 ans qu'on va résister à l'impérialisme, c'était toute la démagogie, et les Américains peuvent rentrer, mais ne vont pas sortir parce qu'on veut faire le 12e Vietnam de la résistance. Il n'y a pas eu de résistance, sauf les militaires cubains qui sont morts dans la résistance. Et ça, il y a un des commentateurs, en fait, c'est intellectuel de droite radicale aux États-Unis, s'appelle Curtis Yarvin, qui est un des théoriques du Trumpisme, si on peut dire comme ça, qui a écrit un truc que je vais lire très, très intéressant. Il disait: les simples remplacements du roi local est une manœuvre impériale que les Britanniques ont dû utiliser une cinquantaine de fois quand il y avait l'Empire britannique. Et donc, il dit qu'en termes de politique étrangère, c'était très habile, parce qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient avec très peu d'investissement. Et ça aussi a démontré que, en fait, les régimes de Maduro, le régime bolivarien, etc., c'était en réalité déjà quelque chose de vide, au-delà des mots, de gros mots, de l'impérialisme, etc. Mais en réalité, c'était un régime patrimonialiste de contrôle du pétrole, et juste que les élites, qui sont très réduites au Venezuela, elles vont être capables eux-mêmes de continuer à avoir accès à une partie de ces revenus, une partie de l'argent qui va circuler. Tout va très bien. Donc, on a eu d'un côté la démonstration qu'au Venezuela, les rois étaient nus, c'est-à-dire les régimes n'avaient pas vraiment de consensus à l'intérieur parce qu'il n'y a pas eu de résistance. Ni après des gens qui sont allés dans la rue à très peur du non, Darcy, c'est pas possible, c'est la réforme, tu as l'intréguisme, tu vas tout donner à l'ennemi, rien. Et les militaires qui ont été en fait humiliés du point de vue militaire, après avoir dit qu'eux avaient les forces armées plus puissantes de l'Amérique latine, très fortes, etc., le 28 janvier, il y a eu une cérémonie officielle pour donner en fait, la nouvelle présidente, c'était symbolique pour dire qu'elle est la commandante en chef des forces armées. Il y a une photo avec tous ces généraux qui n'ont pas combattu, mais ils ont tous les médailles, comme vous savez, c'est trop un peu je veux dire, un peu ridicule. Hein, parce que, et comme l'armée mexicaine, comme on disait, avec tout le respect pour le Mexique, c'est l'expression qu'on disait en français, et donc rien. Et c'est ça la situation. Qu'est-ce qui va passer? C'est une bonne question. Je pense que personne ne le sait, parce que, si je peux ajouter une autre information, il y avait une opposition à l'intérieur au Venezuela, la Corina Machado et d'autres, Jean Guaido avant, après les candidats qui ont les dernières élections, mais González, mais eux, ils ont été complètement mis à côté de toute cette opération. Mais justement, si je peux rebondir là-dessus, ce qui était impressionnant pour nous tous, en dehors de la rapidité de l'action de la nuit du 2 au 3, c'est le cynisme, en fait, avec lequel qui entourait tout ça. C'est-à-dire, dans le discours, la conférence de presse qu'a faite Trump, après, il n'a pas prononcé une seule fois le mot démocratie, il a prononcé plusieurs fois le mot pétrole. Oui.
Et par rapport à ça, comment on réagit? Est-ce que d'une part, est-ce que tu vois ça comme un changement de paradigme par rapport au fait qu'on va tout simplement afficher le cynisme absolu et effectivement le pétrole maintenant est carrément dépend de droit de l'État de New York en fait. S'il y a un problème dans les nouveaux contrats qui viennent d'être attribués maintenant à Repsol et autres, s'il y a le moins de soucis, ça sera à l'État de New York qu'on devra en discuter et non pas à Caracas, qui est quand même fou, c'est-à-dire c'est un protectorat dans les faits. Comment, donc est-ce que c'est un changement de paradigme et comment réagissent les autres pays de la région, en particulier les grands pays de la région, le Mexique, le Brésil, par rapport à ça? Ça, c'est une très bonne question. Je voudrais faire là un pas en arrière. Une chose intéressante de Trump, évidemment intéressante, c'est un mot ambigu, mais en fait, Trump, depuis qu'il est président, il a plus ou moins fait toutes les choses qu'il avait dit qu'il allait faire. Et il n'a pas de surprise vraiment. Jusqu'au début, les premiers jours, en fait, le jour de l'investiture, dans son discours, donc il y a déjà un peu plus d'un an, il a cité comme son exemple lumineux le président William McKinley, qui était le président des États-Unis entre le 19e et le 20e siècle. Donc, que c'était les grands présidents interventionnistes et aussi le président de la guerre de libération contre l'Espagne à Cuba. Enfin, après, se poursuit l'Espagne avec les États-Unis. Et donc aussi la présidence qui avait commencé, après Teddy Roosevelt a continué avec toute la partie de dizaines d'interventions dans les Caraïbes et l'Amérique centrale. Donc, il lui a dit, c'est ça, l'Amérique latine, c'est à nous, doit être le golfe l'ancien golfe du Mexique devient le golfe d'Amérique. Et il a annoncé là-bas aussi plusieurs choses en termes d'aspiration d'occupation territoriale. Donc, Panama reprend Panama et en fait, ils n'ont pas repris, ils n'ont pas envahi Panama, mais ils ont dégagé les entreprises chinoises qui avaient gagné la concurrence pour gérer les canaux. Et après, donc il a dit la Groenland. Et on écoute encore la Groenland, on ne sait pas si on va envahir, quoi faire, acheter un peu, bon, continue. Et aussi, il avait dit que les États, que le Canada doit devenir le 51e État des États-Unis. Et plus récemment, donc début décembre 2025, le nouveau document stratégique des États-Unis de sécurité nationale qui dit, il écrit là, l'Amérique latine, donc notre hémisphère, c'est à nous, c'est la zone d'influence, on revient à la doctrine Monroe, complètement totale, et on va faire ça qu'on veut, et aussi peut être sûr d'assurer nos intérêts, et aussi d'expulser la Chine. Ça sera un peu plus compliqué, mais c'est évident que ça qui s'est passé au Venezuela, ça, je veux dire, c'était annoncé. Et quand ils ont commencé à fonder, à jeter des bombes et à tuer des pêcheurs ou peut-être des trafiquants, on ne sait pas. Et aussi à avoir de plus en plus de bateaux, des avions, etc., toute l'accumulation des forces militaires. Et c'était l'illusion de dire oui, font tout ça pour rien faire. C'est une menace. Non, on fait ça pour être sur place et après agir. Que c'est un peu ça qu'ils sont en train de faire avec l'Iran. Par rapport à ça, justement, la réaction. Bon, la réaction, oui, tu as raison. La réaction. Bon, la réaction, c'était pas une réaction de l'Amérique latine. Il y a eu plusieurs réactions. Ça, c'est important. L'Amérique latine n'existe pas comme une entité homogène face à cette intervention. Et donc, la présidence de Trump et aussi la montée en puissance politique, aussi électorale de l'extrême droite en Amérique latine a changé les données. Donc, tous les essais de création de structures d'intégration régionale, économique, politique, etc., qui ont été essayés pendant les moments plus élevés de la vague rose de début des années 2000, ça, c'est terminé. L'UNASUR n'existe plus,
le Mercosur ne va pas trop bien, la CELAC, comment que peut marcher que par unanimité, en fait, toujours paralysée, sont incapables de prendre n'importe quelle décision. Ça vient du début de la présidence Trump, quand en fait, il n'y a pas eu de réaction unitaire en Amérique latine quand ça a commencé la campagne contre les migrants, aussi pour répatrier de façon forcée les migrants. Et donc, on a vu cette division dans l'Amérique latine qui est devenue de plus en plus profonde, qui est une division politique et qui devient géopolitique. C'est-à-dire les pays qui ont des gouvernements d'extrême droite alignés avec Trump, ils ont de façon générale applaudi à l'invasion, au kidnapping de Maduro. Des autres pays avec le gouvernement progressiste, ils ont condamné de façon plus explicite, moins explicite. Mais en fait, il y a un problème. C'est-à-dire aussi les gouvernements de deux grands pays. On va donner les noms à qui a fait quoi. Donc, évidemment, tous les Javier Milei en Argentine, Santiago Peña au Paraguay, Rodrigo Paz en Bolivie, Bukele El Salvador, Noboa en Équateur et le nouveau président de AFSUR en Honduras, ils sont dit oui, très bien, Maduro, hop, il faut. Donc, Brésil, Mexique, Colombie, Uruguay, ils sont condamnés de façon... Comme la France. Non, de façon un peu plus énergique. C'est-à-dire, parce qu'il y a eu deux types de condamnations dans le monde, aussi en Amérique latine. Une chose de dire, oui, la légalité internationale, le droit international a été complètement violé par cette action absolument illégale dans n'importe quel point de vue. Mais il y a eu, malheureusement, aussi des présidents des pays démocratiques, dont la France, qui ont dit oui, ça c'est pas bien parce que le droit international, mais quand même. Mais Maduro était méchant et mauvais, et donc, bon, ça va. Évidemment, il y avait plus de formes plus diplomatiques, mais c'était plus ou moins ça. Pas beaucoup plus diplomatique que ça. Et donc, et ça, c'est une question partagée. Mais il faut ajouter, cher ami, une question. L'intervention contre le kidnapping, l'enlèvement de Maduro était populaire en Amérique latine. On a eu toutes les enquêtes d'opinion qui ont été faites et ont tous démontré, en fait, un soutien populaire à cette action militaire. Les pays où il y a eu moins de soutien, c'était le Venezuela. Mais dans les autres pays, on a eu, je ne vous donne pas tous les pourcentages, mais dans les pays du Caraïbes, 80% de soutien. Dans Pérou, Équateur, Bolivie, 77%, Colombie, 64%, Argentine, 62%, Brésil, 58%, Chili, 56%, 55% de soutien de la population au Mexique. Mais un soutien au renversement, effectivement, d'un régime autoritaire dont on connaissait toute une série de dérives et qui était notamment à l'origine d'une immense crise migratoire, comme vous le savez, puisque 8 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays depuis le milieu des années 2010, ou bien soutien aussi, je dirais, à l'intervention américaine. Et ça, c'est-à-dire au viol quand même de la souveraineté nationale, ce qui renvoie quand même à un passé souvent très traumatique dans diverses sociétés latino-américaines. Ça c'est intéressant parce que dans des autres enquêtes d'opinion disent plus ou moins toutes que les États-Unis ne sont pas populaires en Amérique latine. Évidemment, il y a là aussi des sensibilités différentes par pays, mais là, évidemment, ils sont passés des choses à mon avis. Parce que ça, c'était pas clair dans les questionnaires des enquêtes que j'ai lues. D'un côté, évidemment, ils avaient cette image correcte que le gouvernement de Maduro c'était devenu illégitime parce qu'ils ont pas seulement violé les droits de l'homme, répression, etc., mais aussi parce qu'il y a eu des fraudes électorales aux dernières élections. Donc c'était un président illégitime de ce point de vue-là. Et aussi, il y a eu pendant
des années une campagne médiatique et politique incessante contre Maduro, comme si Maduro c'était le pire qu'à offrir l'Amérique latine en termes de chefs d'État. Malheureusement, on a plus d'hommes qui ne sont pas vraiment des démocrates. Donc, je dirais que c'était plutôt un soutien d'une action pour éliminer, ils n'ont pas tout heureusement, mais je veux dire, pour éliminer du point de vue politique quelqu'un vu comme pas légitime, autoritaire, aussi quelqu'un qui avait créé, et ça il faut bien se rappeler, la plus grave crise humanitaire dans l'histoire, peut-être dans l'histoire de l'Amérique latine. 8 millions de Vénézuéliens sont partis du pays parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Donc, et ça, il a eu évidemment un impact très, très important dans plusieurs pays de la région. Je pense notamment à la Colombie, au Pérou, au Chili, où en fait c'était aussi en Équateur, mais au Chili c'était une des raisons majeures de la victoire de José Antonio Cast. Donc Maduro n'a pas laissé de saudade, de nostalgie. Il n'a pas, en fait, il est disparu aussi Maduro dans les, sauf un ou deux qui encore parlent encore, le bolivarian, Maduro, il faut en fait, il était vraiment disparu du débat. Au Venezuela, et en fait partout. Donc, de ce point de vue-là, aussi l'action américaine a été dramatiquement maligne, c'est-à-dire ils ont violé le droit international, mais d'une façon qui n'a pas été vraiment condamnée, parce que oui, ok, le droit international, mais c'est vrai aussi que le droit international, c'est pas vraiment dans ce moment de gloire et de respect partout. Et donc, à offert ça, ils ont aussi démontré qu'en fait que les moyennes, ça va, c'est les fins, les finalités. Oui, c'est le fin justifie les moyens. Donc, dans ces cas-là, comme la fin c'était acceptable, donc les moyens sont devenus aussi. Et ça, c'est très, très grave parce que ça ouvre en fait la porte à n'importe quoi pour le futur. Juste rapidement, ce qui est aussi marqué, c'est le silence, pratiquement le silence de l'ONU de ce point de vue-là, en fait. Parce que si on compare à ce qui s'est passé au moment de l'invasion de l'Irak, qui a quand même eu, en particulier à l'époque la France, mais enfin, plusieurs pays qui se sont prononcés contre, et là on aurait attendu par exemple du secrétaire général de l'ONU quelque chose d'un peu plus fort que la classique dénonciation auquel il nous a habitués. Un peu timide aussi dans ces cas-là. Et dans le cadre de l'invasion de l'Irak en 2003, donc la deuxième guerre du Golfe, et il avait, ça c'est arrivé après des semaines, des mois de débats, aussi de discussions dans le Conseil de sécurité. Dans ces cas-là, on a vu en action quelque chose qui est devenu la normalité dans les relations internationales, c'est-à-dire l'unilatéralisme de l'action, de l'utilisation de la force par les grandes puissances. Les États-Unis, oui, évidemment, mais aussi la Russie, par exemple, l'invasion de l'Ukraine. Donc, et donc, non, en fait, il n'a pas eu de réaction. Il y a eu une discussion après, en fait, après l'action militaire, une discussion dans le Conseil de sécurité où toute cette ambiguïté dont j'ai parlé avant ont été reproduites, c'est-à-dire, oui, il faudrait bien pas le faire, mais oui, mais il était un dictateur. Donc, en fait, c'était évident qu'il n'y aurait pas de condamnation formelle du Conseil de sécurité parce que les États-Unis auraient posé les veto. Et donc, mais il n'y a aucun pays, c'était vraiment très contondant dans la condamnation et en accusant les États-Unis pour les choses qu'ils avaient fait. Moi, ce que je trouve assez saisissant depuis les événements qu'on commente là, c'est deux choses. La première, c'est la vitesse des événements. C'est l'accélération. Depuis le 3 janvier, ça fait à peine plus d'un mois. Et c'est l'accélération de tous les événements en Amérique latine. Au Venezuela, je ne vais pas trop développer les choses qui ont été dites, mais aussi ce qu'on voit à Cuba aujourd'hui, ce qu'on va aborder en deuxième partie de la discussion, que ce soit la Colombie, que ce soit le Brésil. Enfin, on voit que là, il y a quand même un impact au Mexique aussi. On voit que le point d'impact vénézuélien, en à peine
5 semaines a vraiment ouvert la porte, disons, à une projection américaine dont on découvre chaque jour à la vitesse de la lumière et des réseaux sociaux ou des confidences du président Trump dans son avion qui l'emmène de Washington à Mar-a-Lago, la direction que les événements vont prendre. Mais si on fait la liste, ils sont déjà assez nombreux. Il y a le Venezuela, il y a maintenant Cuba qui est en train de subir à peu près la même stratégie. On va voir quand elle en sera à l'issue, mais la stratégie, c'est soit le chemin d'une négociation pour un accord qui laisse aucune marge de manœuvre avec votre partenaire, et si la négociation n'aboutit pas exactement dans les termes que souhaite Washington, eh bien la force est employée pour atteindre le même résultat. Et donc c'est ça qu'on a vu au Venezuela, parce que je reviens juste là-dessus. Attention, moi je pense qu'au Venezuela, on n'a pas été, moi j'ai pas été tellement sidéré. J'ai été sidéré par la forme qu'a eu l'action. Je veux dire si vous me permettez l'expression venue, mais si on parle de performance militaire, oui, là, j'ai été sidéré. Enfin, on savait très bien ce qui était en train de se tramer. Je veux dire, au Venezuela, ça faisait de longs mois que la CIA travaillait, qu'elle a acheté des gens, c'est son métier, qu'elle a informé Washington, c'est son métier, qu'elle a préparé ce qui s'est passé. Ça fait des mois que les Américains expliquaient qu'ils voulaient le scalp de Maduro minimalement pour ensuite discuter peut-être avec le reste du gouvernement, pas parce qu'ils les aimaient, ça on l'aura bien compris, mais parce qu'en fait ils ont fait le calcul qu'ils n'étaient pas en mesure de renverser l'ensemble de ce qu'ils appellent ce régime, parce que s'ils devaient faire ça, le coût était trop élevé pour les Américains. À mon avis, c'est ça le fond de la question. C'est-à-dire que si les Américains avaient dû faire un changement de régime au Venezuela, le coût que ça avait pour eux en matière de gestion du territoire, d'administration, de présence militaire sur le terrain, de mettre un proconsul, comme c'était le cas en Irak, etc., c'était trop important. Et ils ont fait le calcul, et ça c'est la phase qui avait conduit Madame Machado, que Machado et ses supporters, qui, je l'ai tout souvent dit ici, attention, ne représentait pas toute l'opposition vénézuélienne, loin de là. Elle était plus connue, légitime à l'international qu'à l'intérieur, et je pense que Trump et Marco Rubio, peut-être comme un crève-cœur, ont dû se rendre à cette évidence et ont dû faire un calcul qui est devenu différent, parce que Trump, là aussi, fait ce qu'il dit, comme tu disais. Trump a tiré les leçons des échecs américains en Irak, au Proche-Orient, etc. C'est sa façon de les tirer. Donc, pour pas être trop long, ce qu'on a vu au Venezuela, en fait, c'est pas nouveau. Ce qui est pas nouveau, c'est que c'est l'impérialisme américain. Celui-là, il existe depuis que les États-Unis sont fondés. Pas tout à fait, ouais. Pratiquement. Les États-Unis ont conduit des guerres quasiment depuis que cette nation existe. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait les sanctions, évidemment. Oui, il y avait les sanctions depuis longtemps sur le régime aussi. J'allais encore plus loin avant. Je veux dire, parce que souvent, on a un petit côté à dire ce qui est en Trump est nouveau, c'est tout à fait nouveau, ce qui est en train de se passer. Non, je veux dire, l'impérialisme américain, il existe depuis quasiment la naissance de la nation américaine. Mais ce qui est nouveau, là, ce qui vient de se passer, c'est une radicalisation dans la phase actuelle de cet impérialisme, et deux, c'est une méthode qu'on est en train de découvrir, qui est celle à laquelle tu fais référence sur les Britanniques, qui est, elle, relativement nouvelle, s'agissant de l'impérialisme américain, dans son mode de gestion et dans son mode d'obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire la soumission de ses adversaires. Donc, c'est ça qu'on a vu. Et aujourd'hui, je pense qu'on va comprendre que ce qui s'est passé au Venezuela, c'est vraiment la porte d'entrée de l'application, à mon avis, on va en discuter, assez fidèle de ce que la Maison-Blanche a consigné dans son document de stratégie de sécurité nationale début décembre, et qui est une feuille de route que moi j'ai qu'on est plusieurs à avoir analysé, et qui est assez limpide en réalité dans les objectifs de cette nouvelle forme ou de nouveau mouvement impérialiste américain qui ne ressemble pas au précédent, mais qui s'inscrit dans la continuité, j'ai envie de dire, de la nature de ce que sont les États-Unis, malheureusement pour les latino-américains au premier chef. Alors, n'anticipons pas sur la séance du 19 mars, où on se placera vraiment du point de vue de Washington, et revenons à l'Amérique latine. Même chose, que c'est une distinction importante. Pour parler de l'Amérique latine, évidemment, la vague rose dont l'élection de Chavez était en 98 était le début. Ça, c'était possible dans une époque en fait, des replis des États-Unis. En fait, les États-Unis, ils ont plus ou moins laissé faire. C'était pas vraiment un jeu. Ils pensaient qu'il n'y avait plus vraiment un jeu stratégique dans la situation de l'époque.
Et en 2013, l'alors secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères, John Kerry, il a fait un discours à l'Organisation des États américains à Washington pour dire la doctrine Monroe est morte. Comme vous savez, la doctrine Monroe, c'est l'idée que l'hémisphère, c'est à nous et personne d'autre peut se mélanger à ça. Et bon, et ça veut dire Kerry. Évidemment, c'était de la rhétorique là aussi, mais c'est vrai qu'il y a eu une marge de manœuvre pendant c'est un nombre d'années importante, et donc et ça a changé. Mais c'est vrai que le deuxième mandat de Trump était très différent du premier. Dans le premier mandat, donc, que c'était donc aussi il y a 10 ans, ça a commencé. Et bon, il était obsédé, comme il est encore, sur la question des migrations, donc empêcher la construction du mur entre les États-Unis et le Mexique, donc les migrants, etc. Mais oui, il voulait bien réduire l'influence de la Chine, mais il n'avait jamais eu aucun discours si agressif comme on a eu à ce moment-là, dans le deuxième mandat. Donc quelque chose a changé, mais ça change complètement la donnée pour l'Amérique latine, parce que, différemment du passé récent, c'est plus possible de dire, OK, on va nous essayer, voir ce qu'on peut faire, etc. C'est évident que toutes les relations internationales sont devenues beaucoup plus difficiles, parce que les États-Unis ont démontré qu'ils veulent utiliser les gros bâtons, le big stick de Teddy Roosevelt. Et on comprend bien qu'effectivement, il y a aussi un contexte politique en Amérique latine, c'était rappelé tout à l'heure, où il y a eu la victoire de droites diverses, plus ou moins radicales, mais qui, concrètement, sont des points d'appui à cette nouvelle posture états-unienne vis-à-vis de l'Amérique latine. Je voudrais juste qu'on s'arrête sur 3 cas précis, qui sont celui d'abord du Mexique, qui a à la fois, qui porte aujourd'hui une voix originale dans l'ensemble de la géopolitique actuelle de l'Amérique latine, qui a quand même fait le choix d'aider Cuba en lui envoyant du pétrole au moment où les livraisons vénézuéliennes étaient coupées, et puis qui a arrêté. Alors, comment le Mexique, de Claudia Sheinbaum, se positionne-t-il depuis 1 mois et demi face à ça? Et puis après, dans un deuxième temps, je voudrais qu'on s'arrête sur 2 autres cas, alors à la fois parce que ce sont des gros pays, disons, mais surtout parce que ce sont des pays qui ont une actualité électorale en 2026, et on sait que les États-Unis ont su intervenir, par exemple, dans la proclamation des résultats électoraux au Honduras récemment, donc c'est pas anodin. C'est donc la Colombie qui va voter en mai. Et le Brésil. Voilà. Et surtout, non pas surtout, et le Brésil en fin d'année. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire du Mexique, en sachant qu'on pourra ensuite dans la salle peut-être avoir des approfondissements, oui, puisque nous avons des spécialistes. Les trois pays que tu viens de citer, ils ont un problème commun. C'est-à-dire, ils ont les trois, et ça, c'est pas un problème, à mon avis. Ils ont des gouvernements progressistes avec évidemment des matices, des sensibilités différentes, mais des gouvernements progressistes, on peut dire de gauche aussi. Et ils ont un problème de comment administrer la relation avec les États-Unis. En sachant qu'évidemment, c'est une question très importante pour les trois pays. Pour le Mexique, encore plus. Parce que, bon, pour les presque 3000 km de frontières, l'économie mexicaine est absolument interconnectée avec l'économie des États-Unis. Ça, c'est quelque chose qui, en fait, ça vient depuis l'accord de libre commerce des années 90 avec le président Salinas, et aucun président après a jamais remis en question, parce qu'aujourd'hui, ce serait presque impossible, ou au moins très difficile, personne n'a jamais voulu essayer. Donc, Claudia Sheinbaum se trouve dans la situation de devoir défendre la souveraineté nationale mexicaine avec Trump, très agressif, etc. Et aussi, il a des dossiers très compliqués, surtout la question du trafic de drogue. Donc, c'est la menace de nommer, en fait, de définir comme groupe terroriste certains cartels mexicains. Ça pourrait aussi ouvrir la porte à l'intervention militaire. Donc, c'est une situation hyper difficile, délicate et compliquée.
Et la présidente était très habile à en fait rester sur la ligne de défense de la souveraineté et c'est pas jamais se laisser mettre les pieds sous la tête, mais aussi sachant qu'il y a des limites. Donc je pense que la question de Cuba, ça rentre dans les limites, c'est-à-dire il y a Cuba, il a une valeur symbolique et émotive pour politique, en fait, de la mémoire aussi pour toute la gauche latino-américaine, donc aider Cuba aussi en question de souveraineté. En réalité, c'est gravissime ce qui arrive en termes de violation du droit international par rapport à Cuba, et les blocus des États-Unis, etc. Mais donc, le problème est à Cuba, il n'a plus rien. Il n'a plus rien à manger, et surtout, il n'a plus d'énergie. Il n'a plus d'énergie, il n'a plus de médecine, mais il n'y a plus d'énergie parce que les Cubains, ils ont fait, on a déjà parlé, je ne vais pas répéter pour les gens, mais ils ont fait des mauvais choix en termes énergétiques dans le passé et leur génération d'énergie est à 98% vient du pétrole. Sans pétrole, il n'y a pas d'énergie. Ça, c'est différent. Par exemple, au Liban, qui n'a rien à voir, qui est un pays très petit, une situation très compliquée, l'État, depuis des années, ne fournit plus d'énergie, mais ils ont tous des panneaux solaires sur les toits. À Cuba, il n'y a presque aucun panneau solaire. Il y a des raisons pour ça, mais je veux dire, sans pétrole, plus d'électricité. Et Cuba, c'est un pays moderne, c'est pas, je veux dire, ce ne sont pas les caves dans les montagnes d'Afghanistan, c'est Cuba. Donc, c'était aussi un des pays plus riches de l'Amérique latine à l'époque de la Révolution. Donc, et bon, le Mexique, donc oui, ils ont arrêté, donc le Venezuela, ils ont arrêté le pétrole, et en janvier, le Mexique aussi a arrêté l'exportation de pétrole. Et il n'arrive presque plus de bateaux à Cuba, il n'y a plus de pétrole, on ne sait pas combien de temps ils vont. Et comment ils le justifient? Comment elle le justifie? Je n'ai pas trouvé une bonne justification publique de ça. Et, ils ont dit que pour solidarité à Cuba, ils ont exporté 800 millions, non, c'est combien? Non, 800 tonnes, on ne me rappelle plus. C'était une quantité importante d'aide alimentaire à Cuba. On ne veut pas les laisser mourir de faim. Et de médicaments, oui. Oui, 800 tonnes. Mais ça, c'est plutôt symbolique. Et aussi, il faut dire que, évidemment, toute la solidarité à Cuba sur ça, mais les États-Unis, de façon indirecte, contribuent aussi à l'alimentation des Cubains, parce qu'une des uniques agences onusiennes dont les États-Unis n'ont pas occupé complètement tout le soutien économique, c'était le World Food Program, le programme mondial d'alimentation, qui depuis des années déjà distribue des aliments à Cuba. Donc, c'est pas direct, mais il y a un circuit indirect. Mais le pétrole, non. Parce que l'idée, j'imagine, c'est que ça, c'est quelque chose qui peut faire basculer Cuba et rendre la situation à l'intégration soutenable, qu'il pourrait avoir des mouvements pour renverser le régime et sans nécessité d'intervention militaire. Le ressurgissement des mouvements sociaux de 2021, notamment, c'est ce qu'on a discuté dans la tribune de décembre avec Jeannette Abel. Alors moi, j'ai pas très bien compris, par ailleurs, excusez-moi, j'avance, parce que je suis le maître du temps, j'ai pas très bien compris la position colombienne, j'ai pas très bien suivi non plus, pour tout dire, puisque à la fois l'intervention vénézuélienne a fait l'objet quand même de tweets extrêmement virulent du président Petro, condamnant ce viol évident du droit international, de la souveraineté vénézuélienne. Et ensuite, coup de fil et presque apparition d'une idylle, j'exagère un peu, mais enfin, invitation à la Maison-Blanche, etc. Donc là encore, moi j'ai du mal à décrypter, en tant que non spécialiste de la Colombie, j'ai du mal à décrypter, je dirais, la manière dont l'un et l'autre, dont Bogota et Washington se positionnent dans cette relation. On pourrait mettre le Brésil dans la même situation pour donner une réponse. Tu peux même parler du Brésil aussi. Non, si parce qu'en fait, les deux, il y a quelque chose en commun. C'est-à-dire, par rapport à Trump, comme tu bien disais, Petro était assez... je veux dire,
d'un côté très virulent dans ses manifestations au début, mais il a toujours dû faire marche arrière. Ça vient depuis la première année. Quand en fait, ils ont commencé avec l'expulsion des migrants. Et donc, Petro à l'époque, il a dit oui, non, impossible, on ne va jamais accepter, etc. Mais bon, il y a une question. La Colombie, c'est l'unique pays de l'Amérique latine dont les premiers partenaires commerciaux sont encore les États-Unis. Pardon, pas de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud. Sinon c'est la Chine, le premier, partout en Amérique latine. Et aussi, la Colombie, c'est aussi le pays de l'Amérique du Sud où il y a plus de présence de bases militaires des États-Unis. Ça, c'est une autre question dont on peut parler, mais la présence militaire organisée, les avions, les troupes, et donc, il a dû en fait céder à un certain moment. Quoi? C'est pas clair. Mais évidemment, il doit y avoir quel type d'accord pour accepter des choses et essayer d'éviter trop d'interférences dans la campagne électorale, dans les élections, dans quelques semaines, en fait, dans 2 mois, 3 mois. Et le Brésil, c'était un truc un peu pareil, c'est-à-dire, il y a eu, sans faire toute l'histoire parce que longue, mais l'année dernière, 2025, le Brésil a été sanctionné avec des tarifs très élevés, 50%, annoncés par Trump, qui a annoncé des tarifs contre toute la planète, plus ou moins. Mais dans le cas du Brésil, il y avait des raisons explicitement politiques. Parce que le Brésil avait fait des choses qu'il n'avait pas aimées en termes de contrôler les réseaux sociaux de son copain Elon Musk, parce que le Brésil était en train de juger l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui après a été condamné pour avoir fait un coup d'État, et il était condamné à 27 ans de prison. Et donc, inacceptable, Bolsonaro c'est mon copain, il a dit un truc comme ça. Et donc, 50% des tarifs, et plus aussi des autres mesures contre le président de la Cour suprême et du Brésil, le ministre de la Justice, et autres choses comme ça. Le Brésil a fait quoi? Bon, le Brésil, il est en position plus confortable que le Mexique, parce que il a plus de partenaires commerciaux avec la Chine, mais avec l'Europe, un peu avec tous. Ils ont dit, OK, 50%. Ton problème. Et en réalité, le même Trump a dû après retirer peu à peu tous les tarifs parce qu'ils avaient imposé des tarifs qui créaient des problèmes, pas au Brésil, mais aux États-Unis, parce qu'ils ont monté les prix du café, du jus d'orange, de la viande, du sucre, etc. Donc à la fin, ils ont fait marche arrière de façon, sans le dire évidemment, comme bon, okay, il n'y a plus. Mais Lula, il a fait aussi une offensive de charme par rapport à Lula. Et par rapport à, Lula par rapport à Trump, ils ont organisé une rencontre par hasard, mais en fait c'était organisé à l'ONU très vite pour se revoir. Donc ils ont déjà eu des réunions bilatérales, etc. Et Lula qui dit oui, on a un feeling, on se prend bien, etc. Lula est très habile sur ça, jamais faire de gros discours agressifs contre Trump, mais a tenu la route, la ligne. Et le Brésil était très énergique pour condamner, par exemple, l'invasion, l'attaque militaire contre le Venezuela et l'enlèvement de Maduro. Mais aussi, mais pour le Brésil, c'est pas un problème mineur parce qu'il aura des élections en octobre, des élections pas faciles. Et évidemment, donc, il a déjà eu des ingérences dans le passé à faveur de l'extrême droite pendant la première administration de Trump. Donc, Lula doit être très prudent aussi. Donc, ferme, mais prudent. Christophe, tu voulais rebondir sur ces cas colombiens et brésiliens qui sont dans l'actualité électorale? Un peu dans le même ordre d'idée, parce que je crois que ça nous montre plusieurs choses. D'abord, le cas Colombie, le cas Brésil, malheureusement, viennent rajouter au constat qu'on doit faire de la fragilité
des latino-américains, et ce qui a été dit sur l'inexistence d'une voix latino-américaine, d'une capacité latino-américaine régionale à exister face à l'agressivité américaine. Bon, c'est la première chose. On a vu tout ça apparaître au grand jour. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais signalons simplement que Trump est le président américain aujourd'hui qui peut se permettre aussi, par exemple, d'organiser tout seul un sommet avec tous ses alliés latinos qui aura lieu le 7 mars prochain, très rapidement, aussi en Floride, à Miami, où il aura son international, disons, enfin, ou sa régionale, si vous me permettez l'expression, latino-américaine, avec Bukele, Milei, Bolsonaro. 6 présidents d'extrême Voilà, droite. donc il y en a sur la dizaine de pays aujourd'hui. Alors, tout ça pour dire quoi ? Pour dire que dans le cas Brésil, et c'est un peu comme le Mexique, ils ont des points communs dans cette fragilité. Après, j'ai parlé de la Colombie rapidement. C'est que, bizarrement, nous voilà avec une Amérique latine où, face à l'agressivité américaine, nous avons les deux principales puissances régionales, le Mexique et le Brésil, qui se retrouvent affaiblis parce que leur écosystème, eh bien, ils peuvent pas s'appuyer dessus, puisque précisément tout l'écosystème, les autres pays, pour la plupart, sont désormais à droite ou très conservateurs ou pro-Trump. Donc c'est compliqué, parce que le Brésil, il est en train de gérer la situation qu'il a gérée avec les Américains, comme tous les autres pays. C'est-à-dire, d'abord, il a dû gérer ce qu'a expliqué Giancarlo. Le fait que, comme tous les pays, c'est-à-dire qu'en fait, tous les pays, ce qu'ils ont à gérer, c'est la répression commerciale de Trump. Ouais. Donc, comme il y a la répression commerciale de Trump à gérer, on prend les dossiers un par un. Quand le Venezuela a été attaqué, tout le monde regarde ses chaussures, parce que tout le monde doit gérer d'abord ce que Trump, là où Trump les a mis. Pour les Brésiliens, on en a parlé. Pour le Mexique, bien sûr, c'est la renégociation de l'ALENA qui va démarrer en juillet 2026. Les Mexicains et Sheinbaum sont pieds et poings liés dans cette affaire qui est vitale pour le Mexique. Juste, excuse-moi, parce que moi, en fait, c'est la grande interrogation que j'ai. Est-ce que l'Amérique latine, tu prends l'exemple du Mexique, là, est-ce que véritablement la région est pieds et poings liée, comme elle l'était assurément en 1965 ou en 1975 ? Parce qu'à l'époque, la domination commerciale et financière des États-Unis était totale, et qu'à un moment donné, on ne pouvait pas bouger le petit doigt, parce que sinon, effectivement, on avait les crédits de l'Alliance pour le progrès qui n'arrivaient plus, etc., etc. Aujourd'hui, quand même, alors, de manière différenciée entre le Mexique et le Chili, mais il y a quand même eu une diversification des partenariats commerciaux. On sait que la Chine, aujourd'hui, investit de plus en plus massivement, a des plans d'investissement incroyables. On vient quand même de signer l'accord, alors à tort ou à raison, UE-Mercosur, qui va renforcer la relation commerciale entre ces deux espaces. Et donc, au fond, est-ce que l'Amérique latine n'a pas infiniment plus de marge de manœuvre face à ce néo-impérialisme qu'elle n'en avait, en fait, à l'époque de McKinley, quoi, ou bien à l'époque de Johnson, quoi. Je dirais, mon opinion, après, ça se discute, précisément, le Mexique beaucoup moins que les autres. Parce que le Mexique, et c'est ce que je viens de dire, donc je pense que là, il y a quelque chose qui est spécifique. Et bien sûr, ce que tu dis, me semble-t-il, est plus vrai pour les Sud-Américains, parce que la différence, c'est le facteur Chine. Et qu'aujourd'hui, les Sud-Américains, tout du moins, sont plus en mesure de, disons, relâcher la tutelle nord-américaine sur eux avec la Chine. Mais ce qui vient compliquer nos affaires depuis début janvier, c'est que précisément, un des objectifs de ce que fait Trump en Amérique latine, c'est de mettre un coup d'arrêt, ça c'est le point minimal, voire d'endiguer ou de refluer la présence chinoise sur tout l'hémisphère occidental. Donc on va voir ce qui va se passer, mais le niveau d'impact ou le niveau d'ingérence que va avoir Trump, y compris sur les Sud-Américains par rapport à la question chinoise, peut augmenter aussi. Donc c'est ça qu'on va devoir suivre, mais en tout état de cause, et c'est mon raisonnement, c'était que nos deux puissances latino-américaines les plus importantes, le Mexique et le Brésil, qui en fait historiquement n'ont jamais été un axe en réalité dans la région, mais là encore moins avec ce qui est en train de se passer, et comme l'écosystème est plutôt en train de passer à droite, je disais, c'est ça qui fait que la contradiction, c'est que les deux plus puissants pays latino-américains ne sont pas en mesure d'avoir un leadership ou de construire ou d'aider à d'être un moteur, en quelque sorte, pour qu'il y ait une réponse latino-américaine à la stratégie de Trump. Il y a un problème historique, diplomatique historique, entre le Mexique et le Brésil. Alain Roquet était ambassadeur dans les deux pays, va me corriger si je dis des choses inexactes, mais il y a eu toujours un peu de méfiance réciproque. Et ça, c'est quelque chose qui peut changer, j'espère, surtout maintenant avec le gouvernement de Claudia Sheinbaum
et j'espère que Lula sera réélu, donc c'est quelque chose que ça peut améliorer. Mais ça pas été, la relation n'a pas été facile dans le passé, ni dans les mandats de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador. Donc il y a en question, je veux dire, on parle de deux grandes puissances régionales, et pour la première fois, c'est toute une petite chose, je veux dire, ça ne va pas changer le monde, mais il y a quelques semaines, le Brésil et le Mexique se sont unis au Chili pour lancer comme la candidature ensemble de Michelle Bachelet à la tête des Nations Unies comme candidate à prochain secrétaire général de l'ONU, parce qu'il a les élections dans les prochaines semaines. Il faudra être choisi. Et donc, ça, c'est la première fois qu'il y a un front commun, au moins pour dire avec Boric, le président du Chilien, qui maintenant va partir. J'imagine qu'il doit être. Il doit avoir un accord avec Cast aussi, sinon Boric ne rentrerait pas dans ce truc-là. Mais j'imagine. Mais c'était très symboliquement très important. C'est la première fois que je me rappelle où il y a eu une initiative diplomatique si au niveau de deux pays ensemble. Donc peut-être, j'espère que ça. Justement, c'est ça que je voulais demander. C'est dans ce monde où c'est l'unilatéralisme, qui prévaut. Quelle est la capacité de quelques-uns de ces pays latino-américains à utiliser le système multilatéral? On voit bien que les structures internes, genre UNASUR, le NASUR et tout, elles sont pratiquement mortes, ou en tout cas, elles sont sous assistance respiratoire. Ouais. Mais quelle est justement la possibilité d'utiliser, de faire face aux États-Unis en utilisant les outils du multilatéralisme? Je te donnerai une réponse très vite et superficielle, parce que sinon, ça, c'est 2 heures de discussion sur ça. Et ce n'est pas le cas. Mais il y a, donc, d'un côté, ça, c'est central pour l'Amérique latine. L'Amérique latine, il a toujours pensé son insertion internationale en termes diplomatiques dans le cadre du multilatéralisme. Ça vient depuis d'un siècle. Et dans l'ONU, donc c'est central dans la stratégie d'insertion diplomatique latino-américaine. Et l'ONU et le système multilatéral, d'une façon générale, est en crise. Pour plusieurs raisons, dont pas la dernière, c'est le manque d'argent. Parce que les Américains, ils ont coupé le financement aussi là, illégal. C'est pas acceptable, mais ils ont fait. Donc, l'ONU, elle a dû serrer la ceinture, virer des milliers de fonctionnaires, couper 20% ou plus de 20% de budget, de programmes, etc. Mais là, il y a un problème. L'Amérique latine, et je me réfère là au Brésil et au Mexique, qui sont les 2 pays qui ont la possibilité de le faire. Ce n'est pas l'Uruguay qui va mettre la main à la poche, je veux dire, avec tout le respect pour les copains, et aussi les nouveaux ministres des Relations étrangères du Uruguay, c'est un copain. Donc, je n'ai rien contre eux, mais c'est l'Uruguay. Donc, c'est les Brésiliens et le Mexique pourraient bien avoir dit, écoute, ok, les États-Unis n'ont pas mis d'argent, il a, paf, demi-milliard de dollars. C'est pas un gros effort pour des pays de cette dimension. Et ça change les données. Donc il y a aussi là, il y a un problème de l'Amérique latine traditionnelle. Donc il y a la distance entre les aspirations et les moyens qu'ils ont utilisés pour essayer de réaliser les opérations. Je voudrais poser une dernière question avec réponse très rapide de l'un ou de l'autre. On parlait justement de la possibilité de certains pays d'Amérique latine éventuellement de s'appuyer sur d'autres alliés. Alors en ce qui concerne la Chine en particulier, on sait qu'elle est très présente commercialement, financièrement, culturellement aussi maintenant. Je lisais cet après-midi 45 instituts Confucius aujourd'hui en Amérique latine, après la fondation du premier à Mexico en 2006. Donc ça va vite, cette diplomatie culturelle qui montre qu'il y a des intentions de long terme de la part de la Chine. Est-ce que la Chine a réagi politiquement à l'enlèvement de Maduro? Et je pose la même question, donc je vous demande une réponse rapide parce qu'on va discuter avec la salle après. Et même question pour la Russie, qui est aussi un acteur, alors c'est un acteur totalement secondaire par rapport à la Chine en termes de poids économique, mais c'est un acteur quand même qui a joué un rôle important au Venezuela au cours des dernières années et qui envisageait très récemment d'envoyer de l'aide à Cuba dans la crise
à laquelle l'île est confrontée. Non, ils n'ont rien fait. Et ils n'ont rien fait. Et là, des gens qui connaissent bien le Venezuela aussi m'ont dit, écoute, ni les Chinois ni les Russes croyaient plus à Maduro. Parce que Maduro, il n'a jamais respecté aucun accord, aucun pacte, aucun traité, rien qu'il avait signé, promis, rien. Donc il n'était pas considéré fiable ni par les Russes ni par les Chinois. Ils ne se mettraient pas dans une situation compliquée. Ils ont beaucoup de choses à régler ou essayer de contrôler dans la relation avec Trump pour Maduro. Sans contexte légitime ce qu'eux peuvent faire dans leur, dans leur arrière-cour, en fait. Aussi. Et par rapport au pétrole russe à Cuba, quand le jour qui arrivera, on verra. Mais jusque-là, on a écouté parler de ça, mais n'est pas arrivé ni un bateau avec du pétrole. Bonjour, oui, le premier bras. Ma question, c'était pour savoir qu'est-ce que vous identifiez comme sujets qui peuvent cristalliser les prochaines tensions relatives à la Chine, et notamment sur quel sujet, effectivement, ces extrêmes droites latino-américaines pourraient avancer pour proposer justement un agenda, on va dire, pro-Trump. Et est-ce que surtout elles ont des marges de manœuvre si importantes que ça? Parce que historiquement, on a vu plutôt des extrêmes droites et pas tellement des droites qui sont très acquises au fait de faire du business avec la Chine, qui ont tenté effectivement de contenir l'influence chinoise, dont je pense par exemple à Bolsonaro. On sait que ça n'a pas trop bien marché. Et donc finalement, quelles sont finalement leurs marges de manœuvre, et sur quel sujet vous imaginez que les prochaines tensions peuvent se cristalliser? Une chose est parler, autre chose est le faire. Comme c'était le cas pour Bolsonaro, aussi le Chili, maintenant il y aura un gouvernement d'extrême droite, mais le Chili, depuis 2007-2008, son premier partenaire commercial, c'est la Chine. Donc, je ne vois pas M. Cast se mettre dans ces questions-là, parce qu'une des trois promesses qu'il a fait dans sa campagne, c'était la récupération économique du pays. Donc, je pense qu'il n'aura pas de problème. La même chose était en Argentine. Pendant la campagne électorale, Milei avait dit jamais je ferai des affaires avec des communistes. Bon, il est élu, on n'a jamais pu écouter parler de ces questions-là, parce que aussi la Chine, c'est le premier partenaire commercial de l'Argentine. Il a fait plus que le Brésil, ça c'était une question, ça a basculé. Donc, en fait, ces bateaux-là, pour parler des bateaux, je pense qu'il est déjà parti, et il n'a pas grand-chose à faire du point de vue économique pour les États-Unis pour faire revenir en arrière, rétrocéder la Chine. Mais évidemment, il y a tous des enjeux plus politiques, que ça signifie aussi soutien ou pas pour des choses que Washington veut en termes de domination stratégique. Et c'est aussi une question d'accès en matières premières, donc le pétrole, mais pas seulement le pétrole, les terres rares qui sont au Brésil, mais aussi le nickel par exemple qui est à Cuba, ou évidemment les cuivres chiliens, c'est-à-dire, donc jusqu'ils ont de l'accès, ça ne doit pas être un problème, j'imagine. Je ne sais pas si... Non, tu n'es pas convaincu. Donc, on est... Non, si, je suis convaincu. Moi, je suis en train de me poser des questions là-dessus, parce que c'est vrai que j'étais plutôt sur l'idée que pour l'Amérique du Sud, en quelque sorte, ce que je disais avant, la pression américaine allait être limitée par rapport à la question chinoise. Je me ravise un peu parce que je pense que on voit plus clairement les moyens dont dispose Washington aujourd'hui, et les objectifs qu'il se donne sont plus précisés sur la région en entier. Et par exemple, je pense que on voit que les Américains ont un avantage comparatif sur les Chinois en Amérique du Sud. Je vais parler que de l'Amérique du Sud. Ils ont un avantage comparatif, c'est les leviers sécuritaires et militaires. Et on voit qu'aujourd'hui, les Américains, assez rapidement, au titre de la coopération anti-drogue, et y compris de la question migratoire vue comme un enjeu sécuritaire, on voit que les Américains se réimplantent de plus en plus partout au titre des accords de sécurité dont ils disposent, des présences américaines qu'il y a, etc. Ça, c'est la première chose. Et donc, je pense qu'ils ne font pas ça par hasard. À mon avis, ils sont en train de reprendre un peu position sur le territoire sud-américain. Je pense qu'ils attendent de regagner la Colombie. On n'a pas eu le temps de développer, mais c'était à mon avis le fond du dossier avec Petro qui est en partance.
mais c'est de s'ingérer dans la pré-campagne pour pousser le candidat pro-Trump pour récupérer la Colombie, qui, toute proportion gardée, rappelons-le, est l'équivalent en Amérique latine de ce qu'est Israël dans le Proche-Orient, pour les Américains. C'est leur allié fondamental, historique, stratégique, etc. Ils pensent le récupérer. Autre chose est de savoir si ça va marcher. J'en sais rien, hein, mais on va voir ce que ça va donner. Et donc, par rapport à la Chine, je pense qu'aujourd'hui, les Américains, leur objectif, ils l'ont clarifié depuis le mois de décembre, ça me paraît plus clair. C'est pas forcément de reprendre les pays, de prendre les pays sud-américains ou de foutre la Chine complètement dehors ou de capter directement ce qui les intéresse au premier chef, c'est-à-dire les ressources naturelles, les métaux, les matières premières critiques, etc. C'est pas forcément aujourd'hui de les avoir parce que peut-être que, si je prends l'image du Venezuela, ils considèrent que le coût est trop important et qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Par contre, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils veulent essayer de faire, à mon avis, c'est de contrôler en fait le commerce des pays sud-américains dans ces secteurs-là. Oui, mais c'est mal barré quand même. Alors attends, je ne sais pas s'ils vont y arriver, hein, mais je pense que leur plan c'est ça. C'est-à-dire que leur idée, c'est peut-être comme Barack Obama, rappelez-vous, disait à un moment donné, il disait leading from behind. Vous vous rappelez quand il disait ça, il disait maintenant on va diriger le monde depuis derrière. Là, j'ai l'impression que ça pourrait être control from behind, c'est-à-dire ils peuvent regarder ce qu'ils font au Venezuela, ils leur interdisent pas de vendre le pétrole aux Chinois. Les Chinois continuent de toucher le pétrole, donc les Chinois, c'est plutôt correct, ils s'en sortent pas mal. Par contre, c'est les Américains qui contrôlent le commerce extérieur vénézuélien. Alors là, on est dans un cas caricatural de la mise sous tutelle. C'est les Américains qui contrôlent le commerce des Vénézuéliens. Vous vendez le pétrole, mais c'est nous qui faisons l'intermédiaire commercial. L'argent, on le met sur un compte, c'est nous qui gérons, et on vous donne votre argent de poche. Ils vont pas faire ça au Brésil, hein, bien sûr. Mais je veux dire, tendanciellement, je pense que l'objectif des États-Unis, aujourd'hui, c'est de réintégrer et d'utiliser les ressources naturelles dans les chaînes de valeur des États-Unis. Alors, du coup, il y a un agenda nouveau en Amérique du Sud qui est peut-être moins protégé que ce qu'on pouvait imaginer aujourd'hui, à mon avis, par rapport à Washington. Autre chose est de savoir s'ils vont y arriver, parce qu'un élément de la réponse, nous n'avons pas, après je me tais, c'est la réponse des Chinois à tout cela. Et le calcul des Américains, c'est que les Chinois ne répondront pas. Alors, pour aller dans ton sens, tu citais tout à l'heure l'exemple de Trump qui avait mis dehors un certain nombre d'acteurs économiques dans la zone du canal de Panama, en estimant que le canal de Panama, c'est nous qui l'avons construit en 1914, etc., etc. Ils vont pas faire la même chose dans le port de Chancay, au Pérou, où ils ont investi 3,5 milliards pour le construire, donc ce port qui est à 80 km au nord du Pérou, qui a été vraiment pensé comme le hub du commerce entre l'Amérique du Sud et la Chine, donc inauguré en novembre 2024 en présence du président chinois, ce qui montrait quand même symboliquement ce qu'on avait envie de faire de ce port. Et là, les Américains ne vont pas contrôler ce qui se passe. Hein. Et ce port, il est effectivement aussi pour sécuriser des chaînes de valeur qui ne sont pas exactement les mêmes que celles des États-Unis. Parce qu'un des éléments quand même, excusez-moi de cette parenthèse un peu longue, mais un des éléments de contraste aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine, c'est que la Chine a 40 ans d'avance sur la transition écologique. Et que donc les ressources naturelles dont a besoin la Chine ne sont pas exactement les mêmes que celles dont a besoin le Venezuela. Si le Venezuela cible le pétrole, c'est dans l'idée de continuer pendant 30 ou 40 ans ou 50 ans. Il y avait un super article dans Le Monde d'ailleurs sur la reconversion des constructeurs automobiles états-uniens qui renoncent complètement à l'électrique, donc ça leur coûte hyper cher parce qu'il faut tout changer dans les usines, mais ils renoncent à l'électrique, ils reviennent au thermique. Donc l'idée c'est le pétrole vénézuélien, oui, mais le lithium à la triple frontière bolivienne, chilienne et argentine, c'est la Chine qui le veut parce que dans la transition écologique, c'est ça qui est absolument fondamental. Mais en tout cas, je trouve que cette question-là, c'est vraiment que vous formuliez tous les deux, c'est vraiment la question à observer effectivement dans les années qui viennent. Et en sachant que le commerce chinois, il est toujours en croissance exponentielle. Je regardais les chiffres cet après-midi. 2025, donc pour la deuxième fois, les échanges entre l'Amérique latine et la Chine ont excédé les 500 milliards de dollars. En 2024, c'était le cas. Mais là, ça avait augmenté de 7% par rapport à 2024. Ce n'est pas une augmentation de 1,5 ou de 2%. Hein. 7% par an, l'augmentation des volumes. Et donc, là, il y a quand même une transformation structurelle qui est à l'œuvre, je pense. Oui, on ne comprend pas pourquoi le contrôle des chaînes de valeur ne va pas jusqu'à la mise en route d'un système de prédation.
Parce que, comme l'explique Olivier Compagnon, il y a une vision stratégique des États-Unis de Trump. L'ensemble sécuritaire, le contrôle des flux, c'est une bonne chose, mais l'axe fondamental, ça reste quand même les métaux rares, le pétrole quand il est facile à exploiter, etc. Donc ça, c'est une remarque. Comment avancer sur cette réflexion-là? Et la deuxième remarque sur le Venezuela, on a vu l'étape 1, on enlève le bouchon, tout le monde se couche, on obtempère tout de suite sur la question du pétrole, mais derrière, si les compagnies américaines Trust canalisent 80% de la rente pétrolière vénézuélienne, comment les équilibres sociaux et politiques peuvent se maintenir avec un système un peu autoritaire qui reste en place? Et la redistribution donc de la rente pétrolière pour le pays, notamment tout l'appareil militaire qui est quand même fondamental dans l'héritage chaviste. C'est une bonne question. Et je ne sais pas, non, la première partie, franchement, quand je regarde les initiatives concrètes des États-Unis en termes aussi de diplomatiques et de soutien à certains acteurs et pas d'autres, etc., et je constate qu'il y a beaucoup d'idéologie. Il n'y a pas seulement une réflexion froide, je veux dire, on a besoin de ça, parce que notre industrie comme ça et de l'autre chose qu'on fera par là, il y a beaucoup d'idéologie, comme en fait cette obsession de Trump pour le protectionnisme, qui en fait jusque-là il n'a donné aucun résultat positif à l'intérieur, mais aussi on continue à faire augmenter l'inflation, donc crée aussi des problèmes en termes de popularité. Donc, mais il y a une question idéologique. Ils ont vraiment, la gauche n'a plus d'idéologie, presque nulle part, mais la droite en apparence, oui. Donc aussi, quand il nous explique que nous explique Rubio, le ministre des Affaires étrangères, qui à Munich cette semaine disait qu'en fait il faut sauver la civilisation occidentale, et donc que aussi la conquête de l'Amérique latine, c'était une opération de civilisation. Ils ont ces choses en tête. Donc, parfois, je dirais, il y a des éléments qui sont évidemment clairs. Il adore le pétrole, Trump, le sien. Il a aussi des intérêts très concrets de certaines entreprises et pas d'autres, parce que ça c'est long, mais il y a certaines entreprises américaines qui étaient restées à travailler au Venezuela et d'autres pas. Donc, qui a des liens avec qui, où circule l'argent, etc. Sous des autres choses, peut-être que vraiment, peut-être qu'ils ne sont pas en vraie stratégie encore, qu'ils sont en train de faire les choses, mais ils ont la thérapie des chocs, ils ont démontré d'être capables de tout et prêts à tout, et voir si l'Amérique latine se met en fait, accepte sans trop protester qu'ils font partie de la sphère d'influence des États-Unis, ils sont il patio trasero, le backyard, et bon, et après on verra. Et sur la question Venezuela, on verra, mais en apparence, je dirais que la nomenclature, en fait, l'élite bolivarienne, que c'est très limité, on parle de 1000 personnes, hein, quand on parle de l'élite, et la chiffre, c'est pas casuel, j'ai une longue explication, mais on parle vraiment de très peu de gens. Et bon, ils continuent à avoir accès à un peu d'argent et à leur clientèle, tout va bien. Après, s'il faut réprimer, ils vont réprimer, comme ils ont l'habitude de le faire, hein, c'est pas un problème. Et évidemment, ça ouvre des autres scénarios, mais on verra dans les prochains mois. À présent, tout va bien pour eux. Juste un mot sur le Venezuela. En fait, on a quand même très peu d'infos très précises sur les rapports de force qu'il y a. Et moi, depuis le début, j'ai une idée, mais je ne suis pas du tout sûr qu'elle soit juste. C'est qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est une stratégie à la cubaine dans les années 90. C'est-à-dire qu'on est complètement acculé
face à la pression, alors parce que plus rien ne fonctionne. Les États-Unis nous ont mis sous sanction depuis des années, et puis depuis, je sais plus, novembre ou décembre, il y avait carrément un blocus. Il n'y avait plus un pétrolier qui sortait du Venezuela. Donc là, le régime, il va tomber, on va crever, ou on trouve une solution. La solution, c'est, bon, voilà, Maduro qui s'en va. Vous voulez qu'on libère nos prisonniers politiques, on libère nos prisonniers politiques. Aucun problème. Vous voulez accéder à notre pétrole, aucun problème. Mais on sauve le régime. Comme Castro avait dit, on va ouvrir l'île au tourisme, au dollar, etc. Tant que la révolution cubaine ne tombe pas en tant que régime. Moi, j'ai longtemps défendu, j'avais l'impression que c'était ça, jusqu'à ce que quand même Delcy Rodriguez dise « Ah non, on va organiser des élections ». Comme c'est prévu par la Constitution en cas de présidence intérimaire dans les 6 mois qui suivent le début de l'intérim. Parce que là, s'ils font des élections libres, les frères, Rodriguez, Delcy et son frère, qui est président de l'Assemblée nationale, ils vont sauter tout de suite. Enfin, je veux dire, ils vont disparaître parce que c'est les apparatchiks bolivariens dans toute leur splendeur. Et là, il y a une petite contradiction pour moi qui fait, et pour beaucoup de spécialistes du Venezuela, enfin que je ne suis pas exactement, qui me gêne, et j'attends de voir la suite. Je ne sais pas si Christophe, tu as des lumières là-dessus, toi. Moi, je pense qu'il faut reposer la question dans le contexte de la nuit du 2 au 3 janvier. On a surtout un pays... moi, je crois qu'il y a eu d'une part, probablement, il y a eu beaucoup de débats, est-ce qu'il y a eu trahison, pas de trahison, etc. La réponse est oui. Il y a eu des trahisons. De toute façon, les coups d'État, ça marche comme ça. Donc, il y a eu tout ça. Deuxième question, c'est est-ce que les Rodriguez sont responsables ? Trahison, mais par qui ? Oui, mais sûrement, moi je pense plutôt dans les militaires, des techniciens. Bon, mais les Rodriguez, j'en sais rien. Moi, j'ai pas d'informations, et d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Ce qui est quand même étonnant encore 1 mois et demi après, c'est qu'en fait, on sait très peu de choses. Il n'y a pas encore de version officielle de ce qui s'est passé au Venezuela, ni de la part de Caracas, ni de la part de Washington. On a eu des bribes, on a entendu mais en fait, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé de A à Z. Bon, alors, maintenant, moi je pense surtout qu'est-ce qui s'est passé ? Maduro a été enlevé, on a vu tout ça. Pour eux, à mon avis, si je vais dans leur tête, la première urgence absolue, c'est la survie. Bon, comment tu survis quand tu viens d'avoir ce qui s'est passé et qu'on te menace de revenir finir le boulot si tu n'obtempères pas à la nouvelle feuille de route qu'on te donne ? C'est ça la question qu'ils ont eu à traiter. La réponse qu'ils ont eue, avec des marges de manœuvre zéro, ça a été si ce qu'on sait, c'est que s'ils se désunissent, ils meurent. Voilà. Donc je pense que pour eux, la seule façon de survivre à une situation comme ça, c'est de conserver l'unité du pouvoir de direction, de surtout pas commencer à rentrer dans des luttes de factions ou des choses comme ça, parce que dans ce cas-là, tout leur échappe et on peut se retrouver au Venezuela, et non pas dans une situation dans laquelle les chavistes disparaissent et puis il y a un nouveau pouvoir qui apparaît. Non, moi ça je crois pas, ça du tout. Si c'est pas ça, c'est la décomposition, la déflagration d'un pays où ça peut tourner très très mal, en mode Libye ou Syrie. Oui, il y a plein d'armes partout. Parce qu'il y a plein d'armes et parce que, on en a déjà parlé 10 fois aussi, mais je veux dire, le chavisme, on pense ce qu'on veut, chacun a son avis là-dessus, mais le chavisme, ça existe. C'est une force qui est organisée, qui est en plus à agréger à l'appareil d'État. De l'autre côté, il y a quoi ? Il n'y a pas une opposition unie, il n'y a pas une opposition ultra populaire au Venezuela, il y a surtout une population qui est agotada, comme on dit en espagnol. Bon, qu'est-ce que ça donne un cocktail comme ça si personne contrôle la boutique ? C'est ça la question que s'est posée Trump aussi, pour revenir à notre discussion d'avant. Donc du coup, je pense que le fonctionnement des Vénézuéliens aujourd'hui, c'est de la direction vénézuélienne, c'est maintenir l'unité du pouvoir. On sait qu'on a été décapité, on sait qu'on n'a aucune marge de manœuvre par rapport aux Américains. La seule chose qu'on peut faire, c'est gagner du temps, parce qu'à un moment donné, si on gagne du temps, on pourra peut-être négocier notre avenir politique, parce qu'aujourd'hui, les gens dont on parle, si ça s'arrête, soit ils sont liquidés, soit ils sont assassinés, soit ils vont en prison. Alors, donc, gagner du temps pour négocier quoi ? Négocier une transition qui n'est pas celle qu'ils appellent de leur vœu, qui est celle qui a déjà consigné l'administration américaine avec le plan en 3 phases. Stabilité,
transition, et puis je ne sais plus comment ils l'appellent, élection, c'est la 3e. Et ils ont dit pas avant 2 ans, les Américains. Oui, mais Delcy Rodriguez a annoncé les élections. Le principe, elle a dit oui, bien sûr, mais ça c'est pour répondre à Rubio. Parce qu'on fait de la vénézuélologie, elle fait ça sur NBC, qui était à mon avis une interview imposée par les Américains. Elle doit venir, comme son frère, sur les médias, lui, proche de Trump, et NBC, pour venir dire qu'elle vient endosser le plan qui a été dit la veille par Rubio. Parce qu'elle dit oui, le terminal, c'est l'élection, elle sera bien sûr libre, si on respecte la Constitution, etc. Donc moi je pense qu'ils sont là-dedans, et ils achètent du temps pour négocier la sortie de crise. Et dans la question qu'il y a au lieu de leurs... pas simplement au niveau de leur individualité, qui compte. Je vous rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas, que Diosdado Cabello, par exemple, est dans l'acte d'accusation du procureur américain qui est contre Maduro. Il a 15 millions de dollars sur sa tête, monsieur Diosdado Cabello, hein, pour les histoires que les Américains donnent dans ce truc. Lui, il est mal. Donc, il gagne ce temps-là. Et la question, je disais, au-delà de leurs individualités, c'est de voir comment ils peuvent négocier que le chavisme continue d'exister comme une force politique dans ce pays, légale, qui peut-être donnera un temps, peut-être, à un autre chavisme, qui sera un chavisme d'opposition, comme il y a eu des péronismes d'opposition en Argentine, et que leur courant, parce que c'est un courant sociopolitique, le chavisme, continue d'exister et de pouvoir, à un moment donné, être dans la compétition politique dans ce pays. Donc moi, je pense que leur logique et leur cohérence, elle est là, à la direction vénézuélienne. Mais le problème, c'est est-ce que tout ça va fonctionner? Parce que pour l'instant, les intérêts sont bien compris. Vous ouvrez le pétrole, l'économie, les Américains, on prend les trucs, tout ce qu'on s'est dit. Mais bientôt, il va y avoir une deuxième phase, c'est que les Américains vont demander au même gouvernement de faire la police pour eux. Ils vont leur demander de nettoyer le Venezuela de l'ELN et des FARC. Ils vont demander aux Vénézuéliens, à la police, à l'armée vénézuélienne, de répondre à un certain nombre d'exigences américaines sur nous pensons qu'il y a des responsables du Hezbollah et du Hamas chez vous qui refinancent le mouvement à partir du narcotrafic avec les guérillas. Tout ça, c'est déjà prêt. Hein. Donc, ils vont dire, maintenant, vous allez collaborer et vous allez faire la police pour nous. Est-ce qu'ils vont le faire ? Ça, j'en sais strictement rien. Mais je pense que quand on va arriver au Venezuela, à l'étape où on va rentrer un peu plus dans la feuille de route politique, ça risque peut-être d'être moins calme en apparence que ça ne l'est aujourd'hui. Mais ça, moi, j'en sais rien. Mais je pense que c'est les prochaines étapes d'un gouvernement vénézuélien qui, tout ça pour conclure sur le fait que je ne crois pas, moi, à la thèse personnellement, qu'il y a eu une conspiration où Maduro était jeté sous le bus par la direction vénézuélienne. Je ne crois pas ça. On peut discuter après de savoir si est-ce que le fait qu'il n'est plus là les soulage. Ça, c'est une autre question. Mais plutôt dans ce sens-là. Pas, à mon avis, là-dedans. Je pense pas, parce que je pense que l'effet de sidération et tout ce qui s'est passé, leur incapacité à réagir montre qu'ils ne savaient pas ce qui se passait, à mon avis. Certains, probablement, si. Mais une chose que je veux pas qu'on débatte maintenant, mais qu'on discutera la prochaine fois, c'est aussi jusqu'à quel point Trump peut réintervenir militairement et plus durablement, alors qu'il a fait une campagne complètement isolationniste. Et qu'est-ce que ça voudrait dire pour son électorat? Mais je ne veux pas qu'on rentre là-dedans, puisque ça sera précisément la séance du 19 mars. Merci Olivier. Juste par rapport à ce que disait M. Soumain, de cette réticence entre le Mexique et le Brésil, j'aimerais, au risque de m'éloigner un peu de l'actualité, en apparence, de rappeler 2 moments forts d'amitié entre nos pays. Le premier, 1922, lors de la visite de José Vasconcelos, là où il présente une statue de Cuauhtémoc qui est à Rio de Janeiro avec un discours très important. Ce voyage qui va lui inspirer pour écrire La raza cósmica, rien que ça. Et puis en 1930 jusqu'à 1936, le Mexique nomme Alfonso Reyes comme ambassadeur. Donc vous avez les 2 intellectuels les plus importants du Mexique qui se sont intéressés énormément au pays. Et je voulais juste rappeler ça. C'est important de repasser par l'histoire, toujours. C'était pour savoir ce qui, selon vous, seront les prochains événements internationaux qui pourront avoir une influence et potentiellement faire avancer la question. Bon, on a les élections, évidemment. Ça, c'est... Maintenant, tous les yeux sont sur le procès
électoraux. Ça, c'est la chose plus importante. Et il faudra évidemment attendre de plus, je vais dire ça, dans 2 semaines, cette réunion dont parlait Christophe avant, dans le Golf Club de Trump lui-même, à Miami, avec les 6 présidents d'extrême droite qu'il a invités pour discuter, pour lui dire quoi, qu'est-ce qui va venir de cette réunion, on ne sait pas. L'autre vassalisation heureuse. Oui, en fait. la vassalisation heureuse, en fait, exactement. Vous êtes mes alliés, nous ensemble, dans cette croisade contre le communisme et la gauche antichrétienne, woke, je ne sais pas quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Concrètement, du point de vue politique. Par exemple, il y a une chose... c'est-à-dire, l'aide de Trump compte, en fait, il est quelque chose d'important. Dans certaines élections, c'était déterminant, comme les élections législatives en Argentine l'année dernière, quand en fait, il a promis, a dit, écoute, les États-Unis vont vous aider avec le Fonds monétaire international seulement si Milei gagne. Sinon, non. On va en fait. Donc, mais on ne sait pas exactement. Et ça aussi, qu'est-ce qui va passer dans le monde? C'est tous ensemble. Je vais lancer seulement une chose, aussi pour dire prendre du temps pour les dirigeants vénézuéliens, mais je pense qu'un peu partout, tous sont en train de prendre du temps, gagner du temps pour les élections de mi-terme aux États-Unis. Dans l'idée qu'il y aura des élections et qu'il y aura des élections propres. Moi, je ne suis pas du tout sûr que ça sera le cas, mais s'il y aura des élections, et les élections ne seront pas fraudées, il sera, et c'est très possible, en fait, les républicains perdent la majorité dans les 2 chambres, au moins 1 des 2 chambres, et donc ça change la donnée parce que les démocrates pourraient commencer à limiter cette façon musclée de faire diplomatie, d'intervention militaire unilatérale. Ça pourrait changer la donnée. Mais donc il faudra attendre les prochains jusqu'en novembre. Ouais. On a, à ce moment-là, la Colombie. Donc, mars, la réunion de l'Internationale réactionnaire des Amériques, les élections présidentielles en Colombie, au Brésil et juste après, mi-terme aux États-Unis. Bonsoir, merci beaucoup. Petite question sur les diasporas dont on a vu des réactions assez différentes, festives, notamment pour la vénézuélienne qui célébrait la chute de Maduro, assez vocales mais fracturées, notamment pour la cubaine qui se divise en fait sur la potentielle intervention des États-Unis du coup à Cuba. Quelle place, quelle voix et quelle importance dans des scénarios futurs? Et pour vous, s'ils sont synonymes, de retour de stabilité, serait-il du coup, synonyme maintenant de retour au pays du coup pour ces diasporas-là? Merci beaucoup. Les enquêtes que j'ai citées avant nous disent qu'en fait, l'évaluation sur l'enlèvement de Chavez et l'intervention militaire est très différente entre la diaspora et les Vénézuéliens qui sont au Venezuela. De Maduro. pardon. Donc, c'est-à-dire les Vénézuéliens qui sont au Venezuela, ils ont appuyé l'intervention américaine à 46%, 46-47%. Dans la diaspora, 91%. Mais ça, c'était déjà des gens qui avaient voté avec leurs pieds. Ils sont partis. Donc, mais évidemment, c'est impressionnant d'imaginer quelqu'un qui, comme aussi la Corina Machado dit, il faut bombarder le Venezuela pour rétablir la liberté. À Cuba, moi, dans la diaspora à Cuba, Marco Rubio, c'est diaspora. Je veux dire, c'est un petit enfant de Cubains, mais qui sont partis. Mais je veux dire, des vrais Cubains qui sont partis, qui sont sortis de l'île dans les dernières années et qui sont un peu partout dans le monde à présent. Ils sont allés où ils pouvaient. Et il n'y a pas trop d'enthousiasme pour l'idée, ou pas du tout, pour l'idée d'avoir une intervention militaire à Cuba. Pas mal d'entre eux voudraient bien un changement, aussi un changement important, mais pas intervention militaire, ce sont des choses différentes.
Je suis d'accord, il ne faut jamais oublier la place du nationalisme en Amérique latine, dans les différents pays d'Amérique latine. Ça, c'est sûr et certain, y compris sous des gouvernements de gauche. Solo para anotar una cosa sobre México. Ahorita la situación problemática que está enfrentando Claudia Sheinbaum es resultado de una decisión muy explícita que tomó el gobierno de izquierda desde hace 6 años, que nos coloca en México en una situación más vulnerable que hace 6 años. No nos hemos independizado a partir de la izquierda, sino que el gobierno de izquierda de México se ha subordinado más a los Estados Unidos por varias cosas. Uno, la renegociación, la creación del TEMEC entre López Obrador y Trump incluyó explícitamente una cláusula que prohíbe a México firmar tratados de libre comercio con países no mercado, o sea, China. México acaba de subir sus aranceles a China en 50%, ¿no? Cuando López Obrador fue a visitar a Biden, su primera visita a Washington, declaró la alianza económica de Norteamérica, de México, con los Estados Unidos, a favor de la paz mundial, para evitar la desesperación de China, para que China y los Estados Unidos no se pelearan. México iba a venir a salvar la paz mundial a partir de apoyar la economía estadounidense desde México. Entonces, esta vulnerabilidad que tiene hoy Claudia es resultado de una decisión clara de un gobierno de izquierda, paradójicamente estableciendo esa alianza norteamericana. Très rapide, Non, je suis complètement d'accord avec ça que tu viens de dire. Mais il y a une question qui est, c'est pas seulement du Mexique, c'est-à-dire les gourmands de gauche, toutes les tonalités de rouge, rose, etc. qu'on a eu, ils ont toujours été très réticents à penser, je veux dire, au dehors comment dire, bien, au dehors des limites déjà établies. Et en général, ils ont toujours travaillé dans des compatibilités que eux-mêmes se sont auto-imposées. Et après, ça, parce que c'était en apparence la chose intelligente à faire pour des raisons tactiques, mais en termes stratégiques, c'était un désastre. Merci beaucoup, Giancarlo. Merci pour votre présence. On vous donne rendez-vous donc le jeudi 19 mars pour la suite, en quelque sorte. Mais là, on regardera les choses vraiment depuis Washington. Bonne soirée, à bientôt.